Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h02, nous sommes en direct sur Sud Radio. On vit pas dans la même France. Encore un soir avec vous, je suis la plus heureuse du monde. Vous m'avez manqué depuis hier, cette émission qui casse les codes. Cette émission qu'on a voulu faire et qu'on a eu la chance d'avoir sur Sud Radio et uniquement sur Sud Radio. Voilà, une émission populaire où on fait rencontrer deux mondes que tout oppose, deux mondes qui ne se parlent jamais, malheureusement, j'ai envie de dire. Les influenceurs, les personnalités publiques en face d'un politique ou d'un institutionnel. Alors pourquoi on a voulu faire cette émission ? Tout simplement parce que les influenceurs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux. Les politiques ont souvent du mal à se faire entendre, du mal à se faire comprendre. On voit que les gens sont déconnectés de la politique, puisqu'on voit aux législatives, etc. Il y a de moins en moins de personnes qui votent et qui s'y intéressent. Tout ça parce qu'ils sont en rupture avec la politique. On a décidé d'essayer de faire un petit effort pour les réconcilier. Voilà, ramener les gens à cette politique si importante pour notre magnifique pays qu'est la France. Et ce soir, on a un thème, alors un thème qui fait beaucoup de débats. Voilà, on voit beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Le voile à l'Assemblée nationale. Doit-on redéfinir les limites de la laïcité ? C'est un débat qu'on va mener avec Bruno Monro, chanteur et influenceur, et qui va débattre avec Alma Dufour, députée LFI de Seine-et-Marne. Alors, je suis ravie de faire ce débat ce soir. Je suis bien sûr accompagnée, comme tous les soirs, de mon Mathias. Alors, excusez-moi, je reprends. Alma Dufour, pardonnez-moi, députée LFI de Seine-Maritime. J'ai dit quoi ? J'ai dit Seine-et-Marne. Excusez-moi. Oh, je suis désolée. Alors, prendre des cours de géographie, oui, Magali, je sais, j'ai un problème avec la géographie. J'ai un problème avec la géographie. Alors, comment ça va, Magali ? En attendant... Alors, je suis vraiment vu comme un charreau dans cette station, en fait. C'est vraiment... C'est très grave. Mais normalement, t'as la musique des Miss France. Là, ce soir, t'as les femmes. Tu sais que j'aime bien ça, cette musique. Eh ben, on n'en doute pas, oui. Tu sais qu'on est, en plus, on est le 11 novembre. C'est l'armistice, mais tu sais c'est quoi aussi ? C'est quoi ? La journée des célibataires. Ah bon ? Donc tous les gens en galère comme moi, je pense à vous. Voilà. C'est notre journée à nous. Alors Mathias, c'est un peu notre monsieur des réseaux sociaux, puisque je rappelle qu'on est en live en direct sur Instagram, on est en live YouTube, Sud Radio. Je rappelle quand même que Sud Radio est la première radio sur YouTube qui a plus d'1 million d'abonnés. 1 200 000, ouais. C'est incroyable. C'est énorme. Voilà, donc bravo Sud Radio, j'ai envie de dire. Félicitations Sud Radio. Voilà. Et on est bien sûr en direct sur vos ondes. Je suis très très fière d'être là. Et Mathias, il va vous lire. Voilà, il va répéter ce que vous lui racontez. Vous lire. Il vous surveille, il voit tout ce que vous dites. Magali, c'est férié aujourd'hui, mais est-ce que je payais double ou pas ? Alors, pas du tout. Ah. Bon, bonne soirée à tous. Tu prends tes rêves pour des réalités, toi. Hein. Bah non, mais je me dis, vu que c'est férié, tu sais, les gens en général, ils sont payés double. Il n'y a pas ici. Mathias, s'il te plaît. Viens me faire un petit massage au dos, j'ai le dos bloqué. Ouais, d'accord, ouais. Il y a quelqu'un qui fait ça mieux que moi, je pense. Alors, on accueille d'abord Bruno Monro. Alors, Bruno Monro, tu es un visage qu'on a découvert dans La Nouvelle Star en 2006. Tu étais rapidement imposé comme une voix singulière entre pop, soul et énergie scénique. Bruno, tu es aussi une personnalité entière, connectée, qui a su faire évoluer sa carrière à l'ère du digital. Aujourd'hui, tu es à la fois chanteur, créateur de contenu, influenceur engagé. Tu es suivi pour ton authenticité et ton franc-parler. Alors, on peut pas t'enlever ça. Hein. Ça, non. Voilà. Tu aussi pour tes cheveux blonds. Non, oui. Tu partages ta musique, tes coups de cœur et tes valeurs. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très ravi d'être ici. Et ben avec plaisir. C'est la première fois que je fais une émission avec toi. La deuxième, on avait fait un TPMP il y a très longtemps ensemble. Ouais, c'est vrai, exact. Avec un look terrible. Exact, c'est vrai. Alors, Bruno, toi, tu es chanteur avéré. T'as été une star donc de l'émission La Nouvelle Star avec Christophe Willem. J'étais finaliste de Nouvelle Star avec Christophe Willem. Exactement. Ouais. Qui est ton chanteur préféré ? Mariah Carey. Mariah Carey ? Évidemment. Fais-nous un petit extrait là vite fait. I don't want a lot for Christmas. Ça va ? Maria au kilomètre carré, là. Vous êtes méchants. Maria, c'est pas carré, genre. Ah oui, c'est juste un petit début. Alors franchement, la vérité, bravo, parce que pour chanter comme ça, il faut avoir une belle voix. Hein. Attention, et puis alors il savait pas. C'est une petite vibe. Non mais il savait surtout pas que je le lançais. Le refrain, t'es capable de nous le faire ou pas là ? Oui. Vas-y. Tu veux que je refasse tout ? Non mais le refrain. T'emmerde pas, fais juste le refrain. I just want you for my own, and more than you could ever know. Make my wish come true. All I
want for Christmas is you. Ah bah, bravo, hein, franchement. Ah, c'est fou. Vas-y Magali. C'était pas prévu. On adore. Ah, il a une sacrée voix. On te connaît aussi pour tes prises de position tranchées car tu n'as pas ta langue dans ta poche. Qu'est-ce que tu penses de la politique, Bruno Monroe? Je pense que c'est ouais. Il y a de quoi dire. Je pense que les politiques aujourd'hui sont les nouvelles stars de télé-réalité. Ah bon? On les voit sur tous les plateaux. Ils sont très populaires, ils sont reçus. Ils parlent. Bah oui, je trouve qu'ils ont une exposition comme des stars de télé-réalité. C'est dingue. Alors que je trouve que ils devraient s'occuper un petit peu plus de sujets sérieux tels que l'état de la France, ce qui se passe dans le monde. Est-ce que c'est pas important aujourd'hui pour eux d'avoir une visibilité sur le réseau parce que quelque part c'est la nouvelle génération. On leur a souvent reproché d'être un peu barbant et d'être un peu ennuyeux. Est-ce qu'on va leur reprocher maintenant d'être dans la modernité justement pour pouvoir se rapprocher des gens et pour qu'ils puissent s'intéresser à la politique? Certainement pas. Moi, ce qui me dérange, certainement pas. Mais bon, ce qui me dérange, c'est que c'est que certains se prennent vraiment pour des stars entre guillemets de télé-réalité. Il y a des politiques qui deviennent TikTokers, qui deviennent par exemple Macron, on le voit énormément sur TikTok en train de faire voilà. Est-ce que c'est un président? Est-ce que c'est un TikToker? Est-ce que c'est une star de télé-réalité? Je ne sais pas. La question se pose. Moi, j'ai fait Les Anges avec Nabila. Je sais ce que c'est que d'être une star de télé-réalité. Maintenant, quand je vois les politiques, je m'y retrouve. J'ai l'impression que c'était moi. C'est les mêmes codes. C'est les mêmes codes, en fait, télévisuellement parlant. Je veux dire, je veux pas dire que c'est le même métier, bien évidemment que non. Mais d'un point de vue télévisuel, notoriété, oui, ils prennent goût à la lumière. Ils prennent goût au succès. Et puis ils se prennent. Et ils en oublient, tu penses, leur fonction première? Certains, oui. Après, ils s'adaptent aux générations aussi. Ils savent communiquer. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, tu es fils de parents qui ont travaillé très dur toute leur vie. Tu comprends que les Français soient en colère aujourd'hui contre les politiques? Complètement. Vous savez, moi je suis binational. Ma maman est brésilienne, mon papa est portugais. Moi, je suis né à Vincennes. Et si vous voulez, j'ai eu des parents qui ont travaillé toute leur vie pour arriver à la fin de leur vie, qui ont toujours payé leurs impôts en France, qui ont parlé français, qui ont habillé français. Enfin, ils ont tout fait français alors qu'ils venaient d'ailleurs et qui se sont adaptés aux normes françaises. Et c'est vrai que je me dis c'est une génération où ils ont travaillé toute leur vie et pour avoir des retraites véritablement discutables. Et moi, ça me révolte parce que finalement, cette nouvelle génération n'a plus envie de travailler parce qu'ils se disent, ça sert à quoi de faire comme nos parents, de travailler toute notre vie, d'être des gens honnêtes, de payer des impôts si c'est pour arriver en fin de vie et d'avoir des petites retraites. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est terrible. Et dans un instant, tu vas débattre avec Alma Dufour, mais avant, est-ce que tu peux nous dire si tu penses que la laïcité a encore toute sa place en France? Alors c'est un grand sujet, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je dirais que même si la République est laïque, la France, elle, reste un pays judéo-chrétien. D'accord. Voilà, je pense que ça résume le tout. Eh ben écoute, c'est parfait. Alors ce soir, tu vas débattre avec Alma Dufour, qui est députée LFI de Seine-Maritime, voilà, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir sur ce plateau. On va débattre du voile à l'Assemblée nationale. Doit-on redéfinir les limites de la laïcité ? C'est un débat qui s'annonce très très mouvementé. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a des pour et il y a des contre. Ça fait aussi partie de notre belle République. Voilà, le dialogue, la communication, l'échange. Et on vous remercie à tous les deux d'être là ce soir. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Ah, c'est moi. Vous avez ma version? Oui, c'est ma version. Ouais. Wow. Anymore? On a perdu tous les auditeurs. Ça y est. On remercie Maxime quand même, qui est parti faire des recherches pendant la pause. Bravo. Merci, Pour monsieur. nous Merci. mettre Bruno Monroe. Mais ça, c'est vraiment toi, ça? Oui, j'ai fait le vidéoclip, ouais. Wow. All by Myself. J'ai repris All by Myself de Céline Dion, Adagio de Lara Fabian. J'adore les grands classiques. Incroyable. Ouais, je suis une vieille âme.
Non mais c'est beau. J'aime les grands classiques. Excuse-moi, mais c'était les plus belles chansons. On est va pas se d'accord. mentir, On est d'accord. Mais ça fait vieux de dire ça aujourd'hui, apparemment. Non, on assume, on assume. Alors, on reçoit ce soir, en face de toi, Bruno Monro, donc chanteur, influenceur. Combien tu as d'abonnés, Bruno ? Depuis que je défends les Juifs de France et Israël, j'ai perdu 1,5 million d'abonnés. Il me reste 1 900 000. Bah, c'est déjà pas mal, quand même. Pour 20 ans de carrière, c'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que moi, quand j'ai commencé à la Nouvelle Star, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Ouais. Alors vraiment, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai dû grandir avec la nouvelle génération, m'adapter à la nouvelle génération, trouver ma place au milieu de ce nouveau monde, même si j'ai que 41 ans quand même, mine de rien. Mais tu les fais pas du tout, tu vois. Vous êtes gentil. J'ai pas de botox, j'ai pas de chirurgie, je me maquille juste quand je suis en plateau. Chez moi, je me maquille pas. Mais quand même, j'ai 41 ans, je suis un vieux monsieur maintenant. Bah, rassure-toi, dans 10 jours, j'ai 44 ans. Bah oui, ça se voit par contre. Je rigole, tu restes belle avec ce magnifique body que t'as mis aujourd'hui. Mais pour faire très court, à la Nouvelle Star, on avait 6 millions de téléspectateurs par prime. J'ai fait tous les primes sauf 2. Et sur les 6 millions, en gros, il m'en reste 2. C'est bien. C'est bien déjà. T'es frustré qu'il n'y ait pas eu les réseaux sociaux avant ? Oui, complètement. Avec la visibilité que j'ai eue sur M6, évidemment. Ouais, c'est vrai. Enfin, frustré. Bon, c'est un autre temps, oui et non. Oui, c'est pas la même époque. Non, c'est pas la même époque. On reçoit ce soir en face de toi Alma Dufour. Alors, Alma Dufour, vous êtes députée LFI de Seine-Maritime. Alors, moi, je suis ravie de vous recevoir parce que le LFI, des fois, ils ont tendance un peu à me boycotter. Ils sont pas comme des oufs sur nous, quoi. Ouais, ils sont pas Mais je suis ravie parce que j'avais envie depuis très longtemps d'avoir un échange, j'espère, constructif et qui va apporter des réponses un peu à tout le monde. Vous incarnez une nouvelle génération de femmes politiques ancrée dans l'engagement écologique et social. C'est vraiment votre combat. Vous êtes issu d'un milieu modeste à Paris. Vous avez fait preuve d'un parcours de battante dans vos études de droit, géopolitique et sciences de l'environnement, à votre militantisme au sein de Les Amis de la Terre, puis votre entrée en politique. Il y a eu les Gilets jaunes aussi entre les deux. Ah, les Gilets jaunes. Voilà. Grande époque, les Gilets jaunes. Vous êtes qui fait que je me rapproche, pour le coup, pas du tout sur la deuxième partie de ce que vous avez raconté, mais en tout cas sur le parcours de vos parents, les petites retraites, la difficulté de vivre de son travail. Je suis totalement en accord avec vous et sensible à cette question. Et c'est une des raisons de mon engagement. C'est-à-dire que selon vous, la France n'est pas judéo-chrétienne. Mais on en reparlera. On est d'accord. Dans toutes les grandes villes de France, il y a des églises, madame. Alors, vous êtes élu député LFI de la Seine-Maritime depuis 2022. Vous avez investi les thématiques industrie, écologie, emploi, convaincu que transition écologique rime avec justice sociale. Je me réjouis de pouvoir dialoguer avec vous. On est ravis de recevoir un député de la France Insoumise. Vous êtes notre première de l'émission. Voilà. Car ici, on donne la parole à tout le monde. C'est une émission qu'on a voulu et que j'ai vraiment tenu à faire en étant le plus neutre possible, de prendre parti pour personne, de laisser la parole à tout le monde, parce que j'estime que les auditeurs qui nous suivent ont forcément des avis et moi, je respecte l'avis de tout le monde. Donc je suis très ravie. Enfin, je suis très ravie. Ça se dit ? Je suis très ravie. Oui, je suis ravie que vous soyez là. Merci. Alors, en première question, comment ça va déjà vous ? Car je crois que les dernières semaines ont été intenses avec le vote du budget. Oui, alors vote du budget pas encore parce que justement c'est un thème. Le budget a été interrompu pour qu'on passe au budget de la sécurité sociale et on n'a pas pu aller jusqu'au bout des votes et on siégeait jusqu'à dimanche soir minuit. On reprend mercredi, on demande à aller jusqu'au bout du texte. Le gouvernement veut le faire passer au Sénat directement. En fait, les gens n'y comprennent pas grand-chose. Tout ça pour résumer très simplement. On vit donc dans un pays qui a une constitution, la constitution de la 5e République, qui n'est pas très, on va dire, parlementaire friendly pour utiliser un langage d'influenceur. Mais en tout cas, disons que le gouvernement a beaucoup de manières de passer en force sur le Parlement. Il n'y a pas que le fameux 49.3. Il y a aussi plein d'autres manières. Et donc, effectivement, semaine difficile parce qu'on se bat pour des choses très concrètes en ce moment. Que ce soit les affections de longue durée pour des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des troubles musculo-squelettiques, que ce soit pour le niveau des pensions de retraite, que ce soit pour la durée des jours de carence, des arrêts maladie, enfin tout ça, des choses très très concrètes. Et donc évidemment, on est sur les dents, on aimerait plus de justice sociale, on aimerait que le président et son mouvement se rendent compte du fait qu'en France, il y a beaucoup de gens pauvres et beaucoup de gens qui souffrent pas mal de leur travail ou de leur petite retraite. Et pourquoi vous êtes passé du droit à la politique ? Ah oui, moi aussi j'ai droit à mes questions intimes. Alors, en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais pensé à la politique comme une carrière, vous voyez. En fait, la politique, elle est née de mes engagements
personnel. Je suis devenue activiste pendant que j'étais à la fac de droit, mais ça n'avait rien à voir. Donc activiste pour le climat, je faisais des choses plus ou moins légales, bref, voilà, jamais violentes évidemment. Ça veut dire quoi, plus ou moins légal? Ça veut dire qu'on a fait des actions, des vols symboliques ou des choses comme ça. J'ai par exemple décroché le portrait du président de la République dans les mairies, ce qui m'a valu 2 procès pour vol en réunion, parce qu'un portrait symbolique évidemment. Oui. C'est pas vous le Louvre? Non, c'est pas vrai. J'aurais bien aimé. Non, je rigole. Non, je plaisante. Évidemment que non. Et on pourrait lancer un grand débat sur l'état de nos services publics, justement. C'était le président Macron? C'était le président Macron, parce que c'était la période des Gilets jaunes. Et dès l'époque, j'étais une grande opposante au président Macron, à sa politique, et ce que je considère antisocial et aussi pas très écologique. Et j'étais Gilet jaune. Donc voilà, c'était. Donc, bref, passons. En fait, c'est pas du tout une continuité, le droit puis la politique. En fait, la France insoumise m'a repéré pas par mon brillant cerveau et les études que j'ai pu faire, mais plus parce que j'étais dans la rue en train de me battre. Et un jour, c'était en 2022, et en fait, c'est les Gilets jaunes qui m'ont convaincu qu'il fallait passer le pas. Parce que je votais, je faisais pas partie des gens qui s'abstenaient, mais pour moi, ça m'intéressait pas tant que ça. Je me disais que les vraies choses se passaient dans la rue. Et en même temps, les Gilets jaunes, ça a très mal fini. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de violences aussi systémiques d'État, beaucoup de violences policières. J'en ai fait les frais. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut aussi saisir l'arme politique, le vote. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre la France Insoumise en 2022. Est-ce que c'est pas trop dur, la politique, et encore plus quand on est une femme ? Alors, est-ce que c'est pas trop dur, la politique ? Franchement, c'est pas un univers facile. Tout ce qu'on pense sur les politiques est globalement assez vrai, c'est-à-dire il y a beaucoup de calculs, c'est difficile de faire confiance, il y a un niveau d'agressivité qui est quand même permanent. Est-ce que c'est dur ? Ça dépend à la place de qui on se met. C'est-à-dire que moi, par rapport aux Gilets jaunes, j'ai pas l'impression que ce soit plus dur. J'ai pas peur de me prendre un coup de flashball. Je vais être très cash quand je vais à l'Assemblée nationale, et même quand je vais en manifestation, je me sens un peu plus protégée. Si je compare à des amis que j'ai qui sont aides-soignantes dans les hôpitaux, des gens qui sont ouvriers à l'usine, qui travaillent en 3-8, qui ont des rythmes complètement cassés, des vies de famille, c'est pas spécialement plus dur que la vie de beaucoup de Françaises et de Français. Je voudrais pas qu'on se plaigne trop. Par contre, ce qui est dur, et là vous parliez du fait d'être une femme, c'est effectivement qu'on le veut. Alors, ça nous tombe dessus ou pas, la question de la starification, comme je disais, en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils sont plus ou moins connus. Et en fait, d'un coup, c'est vrai qu'on peut basculer dans un environnement où tout le monde vous reconnaît, où vous marchez dans la rue, les gens viennent vers vous. Et puis, quand on est une femme, une jeune femme, qu'on soit politique, chanteuse, actrice, tout ce que vous voulez, que vous donniez votre opinion ou pas, vous êtes quand même l'objet de beaucoup de sexisme en ligne. Je pense que vous l'avez vécu. Je pense que toute femme, quel que soit son courant politique, ses opinions, le vit. Et ça, c'est un truc à part, c'est qu'on est encore, nous femmes, très 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 ciblées par des hommes, beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler de la laïcité. Est-ce que vous pensez qu'il existe encore le principe de laïcité en France ? Alors oui, il existe, mais il est très malmené, et pas forcément malmené par ceux et celles qu'on croit. C'est-à-dire que on a un débat qui aujourd'hui dit, en gros, pour synthétiser, les musulmans et les musulmanes poussent le bouchon un peu loin par rapport à ce qui est permis ou pas de faire dans la loi sur la laïcité. Or, en réalité, elle est mal comprise, cette loi. Elle est instrumentalisée. Déjà, elle date d'il y a longtemps, de 1905. En fait, la loi sur la laïcité vise justement, à garantir aux gens qu'ils puissent pratiquer leur religion et leur foi. 2, qu'effectivement, les institutions publiques, l'État, est indépendant par rapport aux différentes religions. Et 3, que les citoyens, quelle que soit leur religion, sont égaux. Et donc, quand on le voit comme ça, moi, j'ai plutôt l'impression, justement, à l'inverse, que c'est souvent des musulmans, mais surtout des musulmanes, parce qu'il y a la question du foulard qui se pose constamment, qui sont plutôt moins égales que les autres dans la manière, dont on parle d'elle. Après, c'est la manière d'appliquer la loi, dont on veut ou pas d'elle dans les institutions, en tant que public, par exemple. Là, c'était la fameuse polémique qui est née de l'Assemblée nationale. Et globalement, j'ai l'impression, et même quand on se concentre sur, vous savez, les écoles, les collèges, les lycées privés confessionnels qui sont autorisés par la loi, effectivement, on voit une différence de traitement manifeste entre les lycées, par exemple, catholiques, comme Stanislas, qui avait fait beaucoup parler l'année dernière, et des collèges ou des lycées musulmans. Et au contraire, justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la loi n'est pas respectée, mais en défaveur des musulmans, justement. Parce que, en fait, la manière dont on l'applique fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent beaucoup plus stigmatisés par rapport à leur religion, et très nommément, ce sont les musulmans, et surtout les musulmanes, qui ont un signe visible, enfin celles qui portent le voile. Et je suis venue pour le dire aujourd'hui à vos auditeurs, être une jeune femme voilée, ou même pas une jeune femme d'ailleurs, mais être une femme voilée dans ce pays, c'est pas facile.
C'est vraiment pas facile. Vous avez peur du rejet, vous savez pas exactement quel métier vous pouvez faire ou pas. Vous allez faire vos études supérieures, donc là vous avez le droit de porter le voile, mais quand vous sortez, en fait, en fonction de l'institution, vous n'y aurez pas le droit. On vous agresse dans la rue, parce que moi je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires et des vidéos de jeunes femmes qui se font agresser, et véritablement ça devient compliqué à vivre. Donc moi je suis là pour dire, la laïcité c'est un beau principe, mais respectons, ça veut dire aussi égalité de toutes les religions et pas une méfiance, en fait. En gros, cette méfiance généralisée des institutions envers une religion et pas les autres. Alors, ça s'entend, hein, bien sûr, tout ce que vous dites. Le 5 novembre 2025, une photo montrant des lycéennes voilées dans les tribunes de l'hémicycle a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux et les médias. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, a qualifié la situation d'inacceptable, invoquant la cohérence républicaine et la neutralité du lieu. Les députés du Rassemblement national ont dénoncé une infâme provocation. Toutefois, juridiquement, aucun texte interdit expressément aux visiteurs de porter un signe religieux dans les tribunes. La règle de neutralité s'applique aux agents publics et non au public. La présence de ces jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée nationale a été organisée par l'équipe du député Marc Fesneau, je ne sais pas si je le dis correctement, oui. Rattaché au groupe Ensemble d'Emmanuel Macron. Et ancien ministre. Voilà. Comme quoi. Ce soir, on va se poser donc la question, est-ce que le voile à l'Assemblée nationale, doit-on redéfinir les limites de la laïcité ou pas? On va pouvoir mener ce débat avec, je le rappelle, Bruno Monro, qui est chanteur et influenceur, et Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime. Restez sur Sud Radio, on commence le débat juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h28. Nous sommes en direct ce soir pour un débat qui se veut déjà très mouvementé. Le voile à l'Assemblée nationale. Doit-on redéfinir les limites de la laïcité? On reçoit ce soir Bruno Monro, chanteur et influenceur, qui va pouvoir débattre de ce sujet avec Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime. On rappelle ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 5 novembre 2025. Une photo montrant des lycéennes voilées dans les tribunes de l'hémicycle a déclenché un tollé. Alors on a Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, qui a qualifié ça d'inacceptable. Le RN qui a dit que c'était une infâme provocation. Toutefois, juridiquement, je le rappelle, aucun texte interdit expressément aux visiteurs de porter un signe religieux dans les tribunes. La règle, c'est la neutralité qui s'applique aux agents publics et non pas au public. Donc la présence de ces jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée nationale qui a été organisée, je le rappelle, par un député macroniste, ancien ministre. Voilà. Alors Bruno, est-ce que tu veux réagir à ce que nous a dit Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, juste avant cette petite pause? Bien sûr. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté ce débat, parce que moi je suis qu'un petit influenceur, donc je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas vos mots, mais on vit malgré tout dans la même France. Et j'aimerais vous dire en toute humilité, réflexion à part, vous savez à quel point c'est dur d'être blanc en France en 2025? Vous savez, juste, et après bien sûr je vous laisse répondre, parce que je me mets à votre place et j'entends la douleur des musulmans. Mais est-ce que vous entendez la douleur des juifs, des femmes juives? Est-ce que vous entendez la douleur des blancs? Parce que maintenant, c'est compliqué d'être blanc en 2025 en France. On devient la nouvelle minorité. C'est un sujet très tabou. Parce qu'on ne fait plus d'enfants, etc. Mais on devient ce qu'on appelle la nouvelle minorité. En tout cas, c'est ma vision de l'état de la France. Parce que statistiquement, c'est faux. Si vous le dites. En tout cas, moi, c'est ce que je vois autour de moi, parce que vous voyez, moi, je suis né à Paris et j'ai connu un Paris, j'ai connu une France. Et maintenant, vous savez, et vraiment, vous savez que j'ai des origines, donc il n'y a pas de problème. Mais quand je me retrouve à Vincennes, quand je me retrouve dans des beaux quartiers de France et que je regarde autour de moi... Mais des origines blanches, vous vous considérez comme blanc ? Vous, en tant que personne? Non, mais c'est une vraie question. Parce que quelles origines? Non, j'ai des origines. Ma mère est brésilienne, mon père est portugais, donc je suis un enfant du monde. C'est pas ça le problème. Je vous demande tout simplement, parce qu'on est toujours en train de dire que les musulmans sont victimes de tout. Mais vous savez, madame, je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez le fond de ma pensée. Moi, quand je vais à Carrefour, il y a des rayons halal. Mais il n'y a pas de rayon pour les juifs. Et il n'y a pas de rayon pour les autres religions. Donc pour moi, les victimes et les personnes stigmatisées en France, c'est pas les musulmans.
Eux, c'est les gens qu'on voit partout représenter la France à l'Eurovision. Par exemple, Bilal Hassani, Slimane, toujours des musulmans. Vous me l'accorderez. Bon, ça, je suis pas. Non, mais des gens qu'on choisit pour l'Eurovision. Moi, pour le coup, je suis chanteur, donc forcément. Précision joue quand même. Bien sûr. On trouve des rayons cachers à Carrefour. En plus. Oui, pas tous les Carrefours, mais je dis d'un point de vue général, vous voyez. Et on ne trouve pas des régions végétariennes dans tous les supermarchés de France. On est d'accord, mais vous m'accorderez qu'il y a plus de halal en France que de rayons pour les juifs et d'autres religions. Vous me l'accorderez quand même. Je sais pas, parce que. Vous faites vos courses ou vous commandez sur Internet. Non, je fais mes courses. Bon, déjà, j'évite Carrefour parce que pour des raisons désolé d'avoir de cité soutien à la colonisation en Cisjordanie, pour vous fâcher encore un peu plus, j'évite Carrefour. Du coup, merci. En gros, petit message de service. Je voulais pas vous vexer, mais je suis blanche en plus, donc je vais pas. Non, mais voilà, c'est pas question de couleur de peau. C'est vraiment question de dire que j'ai l'impression que les musulmans sont toujours victimisés en France, alors que j'ai l'impression qu'ils sont avantagés par rapport à d'autres, pour les logements sociaux, pour 1 milliard de choses. Honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, je ne souhaite pas choquer, mais quand vous êtes blanc et que vous demandez un logement social, c'est très compliqué. C'est faux. Moi, je peux vous dire, j'ai énormément d'exemples. Et encore une fois, de mon côté, il n'y a pas de racisme, je ne suis pas en train de pointer du doigt les musulmans. Simplement, je vous invite à vous mettre aussi de l'autre côté. Alors, donc je vais vous répondre plusieurs choses. Bon, déjà, évidemment, statistiquement, ce que vous avez dit est faux. Enfin, je veux dire... En France, la majorité des citoyens et des citoyennes sont des blancs. Bon, mais ça, c'est même pas le sujet du débat. Mais ensuite, sur la question des discriminations subies par les musulmans et les musulmanes, elles sont réelles. Et au contraire, je pense qu'il n'y a aucun blanc en France qui a dû changer de nom pour trouver un travail et a dû, parce qu'il avait été refusé 36 fois en envoyant des CV. Ça, c'est une réalité très, très brute que beaucoup de jeunes, notamment... Et beaucoup de juifs aussi doivent faire. Mais sans doute. Et justement, et ça il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait, et ça par contre, vous parliez des blancs, vous ne parliez pas de la judaïté. Ah non, j'ai donné l'exemple des juifs. Là, juifs. je vous réponds sur les personnes blanches avec des noms à connotation. La personne me voit mettre des guillemets, mais des guillemets françaises qui ne veut rien dire. Mais en attendant, les personnes racisées, comme moi je peux les appeler aussi, qui ont des noms à connotation étrangère de certains pays, puisqu'on peut parler des origines. On a tous des origines. La question, c'est qu'il y a des gens, finalement, leurs origines, elles sont plus ou moins acceptées. Et ça, c'est une vraie question. J'ai des origines argentines, par exemple. Effectivement, je me sens pas discriminée pour autant. Mais si j'écoutais la définition du français d'Éric Zemmour, je ne serais pas française, puisque un de mes grands-parents n'est pas français. Et on est tous fils et filles à plus ou moins de grande échelle de descendants d'immigrés. Et chacun peut se poser la question dans sa famille. Donc, aucun blanc en France n'a cette discrimination à l'embauche. Non, sur la question évidemment de devoir changer son nom pour avoir un travail. Et il y a des testings qui ont été faits. C'est une réalité dont on ne parle pas assez. Je vous parlais des jeunes filles voilées. Moi, j'entends beaucoup d'amis à moi qui me disent qu'elles se font rejeter des offres d'emploi, y compris dans le privé, là où il n'y a rien d'illégal. Dans la fonction publique, on n'a pas le droit de porter un signe ostentatoire religieux. Ça, c'est l'état de la loi aujourd'hui, quand vous êtes agent du fonctionnaire. Mais dans le privé... C'est-à-dire, Alma, dans le public, c'est-à-dire si on est fonctionnaire... Si on est fonctionnaire, on n'a pas le droit de avoir de voile, mais du coup, on ne peut pas avoir une croix, par exemple. On ne peut pas porter une croix. Et c'est la question, justement, de la question de l'ostentatoire. Et c'est le problème aussi de l'interprétation de la loi, où moi, je pense très honnêtement qu'elle devrait évoluer, parce que par essence, un foulard, effectivement, ça se voit. Une croix, ça peut se voir moins. Les religions n'ont pas les mêmes pratiques, les mêmes coutumes, on n'a pas la même manière d'appartenir. Et d'ailleurs, il y a des musulmanes qui ne sont pas voilées aussi, c'est des choix. Mais moi, je pense effectivement que la question de ce qui est ostentatoire ou pas doit être posée à l'aune. Aujourd'hui, on attend de jeunes femmes qui ont envie par choix, et là je parle bien de celles qui ont envie par choix de porter le voile, et aussi de servir l'intérêt général en étant fonctionnaire, ou pourquoi pas en étant député. Et ça aujourd'hui, ce n'est pas possible déjà, mais ça c'est la loi, donc ça c'est une vraie barrière à l'entrée à plein de choses. Vous aimeriez-vous que ce soit possible ? Moi personnellement oui, parce que j'ai rencontré des jeunes femmes incroyables qui ont envie de s'engager. Encore une fois, c'est pas... Et les femmes forcées, etc., cette image qu'on véhicule derrière le voile, c'est certainement pas celles qui veulent être députées ou être fonctionnaires. Enfin, vous voyez très bien qu'en fait, les femmes qui font cette démarche-là, elles sont pas du tout souvent dans une démarche de soumission dans leur famille, parce qu'en fait, au contraire, elles veulent appartenir à la société et en faire partie tout en étant musulmanes, et c'est leur droit le plus fondamental. Donc si, en réalité, les discriminations sont très fortes, et regardez, je vous donnerai un dernier exemple, qui pour moi me brise le cœur, il y a eu plus de 3 meurtres racistes en 1 an, et on en a très peu parlé, et on ne parle pas aujourd'hui d'une vraie montée
d'une vraie montée de meurtres à idéologie raciste. On refuse de reconnaître le racisme comme un motif idéologique, comme un attentat. C'est-à-dire, on va jamais dire attentat raciste, même quand la personne vient égorger un musulman, enfin poignarder un musulman, en l'occurrence Aboubacar Cissé, dans une mosquée. 3 en un an. Mais vous vous rappelez de cette gamine ukrainienne qui s'est fait assassiner parce que blanche aux États-Unis dans le métro? C'est du racisme anti-blanc, ça existe aussi, madame. Mais moi, je veux parler des États-Unis et je ne sais pas. On vit dans le même monde, madame. Non, bien sûr, mais là, on parle de la France. Mais est-ce que. Enfin, en fait, c'est ça. On vit dans le même monde. Pardonnez-moi, parce que c'est mal élevé de vous couper la parole, mais j'essaie juste de vous expliquer que le racisme, c'est dans tous les sens. Non, c'est pas vrai. Si, madame, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, je suis LGBT parce que je suis bisexuelle. Donc, je représente les LGBT de droite, les artistes qui votent à droite. Il y en a très peu. Ça m'a coûté 600 000 followers, pour le coup, de moi. Mais c'est pas grave. Je représente les artistes de droite, les LGBT de droite. Et j'avais envie de vous dire quelque chose, mais je me suis perdue. Non, mais est-ce que... Je rebondissais sur... oui. Non, mais en fait, c'est ce que vous arrivez, enfin, ce que j'ai l'impression. Oui, le racisme anti-blanc, ça existe. Alors, juste pour aller au fond de ma pensée avant que j'oublie. Okay. Alors, juste pour vous dire, moi, en tant que LGBT, je n'ai jamais vécu d'homophobie en France. En tant que blanc, j'ai vécu du racisme anti-blanc. À l'embauche, auprès des maisons de disques. L'homophobie existe et est très présente en France. Mais c'est quoi le racisme anti-blanc que tu as vécu? Moi, je vous parle par exemple de mon milieu artistique. Par exemple, l'industrie du disque aujourd'hui en France, on n'en parle jamais. Mais encore une fois, je ne critique aucun artiste. Mais vous allumez votre radio... quand même. Aya Nakamura, Slimane... Mais ça, c'est parce qu'ils ont du talent. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que les musulmans qui ont des talents, c'est ça que je dis. Mais qu'est-ce que tu as vécu, toi, comme... Qu'est-ce que tu as vécu, toi? À l'embauche, par exemple, je vous dis, moi, en tant qu'artiste, je vous dis, personnellement, auprès des producteurs, des maisons de disques, quand vous êtes blanc, quand vous êtes blond, quand vous ne correspondez pas à ce qu'on écoute à la radio en 2025, c'est-à-dire... Clara Luciani, elle existe pas. Mais il y a des exceptions, madame. Vous lui ressemblez à Clara Luciani. Oui, justement, mais alors j'ai pas sa voix, donc s'il vous plaît... Vous voulez faire... Non, mais vous voyez, moi ça je l'ai ressenti parce que on m'a fait comprendre que c'est minime. La France, c'est minime, mais ça se ressent. Par exemple, j'ai donné un exemple. On parlait des offres d'emploi. Il y a un site, et c'est triste, mais c'est bien aussi qu'il existe. C'est pour toutes les voilées, pour trouver du travail. Et Magali, toi, tu l'as recruté sur ce site-là pour ton agence, et c'est très bien. Mais c'est dramatique qu'il y ait un site comme ça qui existe. Je connaissais pas. Parce que là, vous parlez en fait je veux pas remettre en cause votre ressenti. Je suis pas du tout une connaisseuse du fonctionnement de l'industrie du disque, etc. Donc je me permettrai pas de juger, mais ça me fait un peu penser. Tu peux, Clara, t'inquiète. Oui, alors la Grenade et non. En plus, je l'aime beaucoup. Enfin, bon bref, on s'en fiche. Mais ça me fait aussi penser à ces discours qu'on a sur les équipes de foot. Regardez, c'est pas des Français. Là, je mets des guillemets qui jouent dans l'équipe, etc. Et en fait. C'est tellement loin du quotidien des Françaises et des Français. Là, je vous parle du travail de tous les jours. Je vous parle de la majorité de la population. Je vous parle de mes amis, de mes frères et de mes sœurs qui cherchent. Oui, d'accord, mais vous êtes 1%, vous représentez 1%, 2%. C'est pas vous qui avez qui devez changer votre. En fonction de mon travail. Si je peux me permettre, on peut pas nier quand même, Bruno, qu'aujourd'hui, une fille qui a le voile a du mal à trouver du travail aujourd'hui en France. Mais pourquoi elle porte le voile? Mais ça la regarde. Ça, après, c'est un autre sujet. La laïcité, c'est de s'habiller comme tout le monde, madame. Non. Et de manger. On est en France. C'est de manger comme tout le monde, c'est s'habiller comme tout le monde. Alors, est-ce qu'une fille avec un voile... Alors, juste pour que je termine ma petite phrase, s'il te plaît. Mes parents sont venus d'ailleurs. Ils n'ont pas imposé leur code vestimentaire. Ils n'ont pas imposé leur religion. Ils n'ont pas imposé leur langue. Ma mère a voulu parler français, apprendre le français, chanter la Marseillaise, aimer la France, manger français. Donc non. En fait, il faut que vous compreniez que pour les Français dits de souche, parce que je sais que c'est une phrase. Souche. Moi non, mais justement, je vous donne un exemple. Mais justement, en fait. C'est parce que je ne le suis pas que je peux vous donner cet exemple, justement. Les Français de souche, ça existe autour de moi. J'ai des Français qui sont. C'est quoi la souche, du coup? C'est des Français qui sont français depuis des générations et des générations et des générations. Ils ont comme Marion Maréchal, par exemple, et d'autres personnes. Oui, mais bon, voilà, mais un exemple. Voilà, il y a les Français de souche, ça existe. On n'est pas tous Français au même niveau, je trouve. Alors pour moi, il y a les Français de souche, et ça n'engage que moi, et c'est pas méchant. Il y a les Français qui, par exemple, sont binationaux comme moi, et il y a les Français vous êtes binational. Évidemment. Et il y a, madame, il y a ce qu'on appelle les Français de papier. Alors
Pardon, je ne veux offenser personne. Les Français de papier. Oui, justement, je savais que vous alliez rebondir dessus. Non, mais attendez. Mais juste, laissez-moi aller au fond de ma pensée. Oui. Les Français de papier. Alors, il y en a qui aiment la France, il y en a qui parlent français, il y en a qui chantent la Marseillaise, et tout va bien. Et il y a les autres qui sont là pour tout le reste, et j'ai pas besoin de le préciser. Et c'est ça qui fait de la peine aux Français. C'est qui les autres ? On ne veut pas être grand remplacé. Et en fait, le voile, il faut comprendre, et ça, c'est une théorie qui vient de Monsieur Mélenchon, le grand remplacement. Non, la créolisation. La créolisation. Voilà, mais ça revient au même. Voilà, non, ça ne revient pas du tout au même. Mais Bruno, et ça commence par quoi ? Les codes vestimentaires. L'alimentation. Et ça, c'est partout. Alors, si je peux vous répondre là-dessus, il y a peut-être aussi une différence entre vos ancêtres et les ancêtres de ceux que vous dites être grand remplacés, enfin être venus pour nous grand remplacer et ne pas respecter suffisamment l'identité française, quel que soit ce qu'on met derrière, parce que je vais vous répondre là-dessus aussi. Elle existe. Ils n'ont pas été colonisés, vos ancêtres. Oui, oh non, toujours la même histoire. Il y a quand même, vous n'allez pas oublier. Non, mais par amour du ciel, vous n'avez pas oublié qu'il y a quand même beaucoup, notamment parce que je vis en 2025. de Franco-Algériens qui sont là parce que on ne s'est pas posé la question de la civilisation judéo-chrétienne qui n'existe pas non plus quand on est allé coloniser l'Algérie, quand on est allé coloniser des pays d'Afrique subsaharienne, et on n'a pas du tout la même histoire, le même passé, et du coup, forcément, il y a des communautés qui sont arrivées en bien plus grand nombre, qui ont le droit d'avoir une religion, et je vais vous répondre aussi sur les logements sociaux, parce que ce que vous dites est faux aussi. Moi, j'ai plein de logements sociaux dans ma circonscription et je les connais tous par cœur comme ma poche. Ils sont tous en extrêmement mauvais état. Bah, je peux vous dire qu'il y a plus de blancs que de personnes racisées dans ces logements sociaux. Je vais vous envoyer mes amis alors, parce qu'ils attendent depuis 7 ans. Bah oui, mais en Île-de-France, tout le monde attend, monsieur. Et c'est pas qu'une... on revient juste après ça sur Sud Radio pour un débat. Ils sont pas d'accord. Non, mais parce que là, vous confondez le fait que tout le monde... Il y a 10 ans d'attente pour un logement social en Île-de-France. On va recentrer le débat juste après sur Sud Radio, sur le voile à l'Assemblée nationale. Doit-on redéfinir les limites de la laïcité ? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, nous sommes en direct. Le voile à l'Assemblée nationale. Doit-on redéfinir les limites de la laïcité ? Ce soir, on reçoit Bruno Monrot, chanteur et influenceur, qui débat avec Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime. Alors, on a tous vu cette photo à l'Assemblée nationale de ces petites jeunes filles qui étaient voilées. Ça a provoqué une tollée sur les réseaux sociaux. Alors, on a Yael Braun-Pivet qui a trouvé ça inacceptable. On a l'ERN qui a dit que c'était une infâme provocation. Je rappelle toutefois que juridiquement, aucun texte interdit expressément aux visiteurs de porter un signe religieux dans les tribunes. Alors pourquoi, Alma d'ailleurs, si cette loi existe, pourquoi aujourd'hui il y a un tel débat ? En fait, pourquoi aujourd'hui on en arrive à avoir la présidente de l'Assemblée nationale qui dit que c'est inacceptable, alors que finalement, vu que c'est la loi, elle ne peut pas dire que c'est inacceptable. Donc, est-ce qu'on change la loi ou est-ce qu'on change le président ? Non, je rigole. Oui, mais en fait, président. Les deux. Non, on est d'accord. Moi, j'adore Yael Braun-Pivet. Moi, je regarde ses performances à l'Assemblée nationale pour faire taire tout le monde. Je me dis, la pauvre, elle a un courage incroyable. Mais des fois. Finalement, si c'est la loi qui les autorise, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut changer la loi ou il faut accepter et se taire, du coup, et laisser les choses se faire ? Alors justement, mais c'est très intéressant. Pourquoi si c'est légal, pourquoi il y a une polémique ? On en revient à ce que je disais, et je vais devoir vous rappeler la définition légale de la laïcité, qui n'est pas du tout celle que vous avez donnée, c'est-à-dire de permettre à chacun d'exercer son culte, et que tous les citoyens, quel que soit leur culte, qu'ils soient juifs, catholiques, musulmans, qui n'aient pas de religion, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient ce qu'on veut, soient traités de la même manière. Et ça me pose vraiment... Pourquoi on a réagi aussi fort à cette polémique, nous, à la France Insoumise ? Ça nous a excessivement énervés parce que, il n'y avait rien d'illégal. D'ailleurs, Marc Fesneau, s'est aussi dit, en fait, moi, je respecte la loi, il n'y a rien d'illégal. Pourquoi, là, quand c'est le voile, ça fait sauter au plafond, alors qu'on a déjà reçu, avec grand plaisir aussi, des jeunes élèves, assez jeunes enfants, d'une école de confession juive, d'une école juive, il y avait les petits garçons qui portaient la kippa, et personne se disait, est-ce qu'ils sont trop jeunes pour porter la kippa ? Est-ce que on n'a pas sauté au plafond, il n'y a pas eu de polémique. Personne n'en a parlé, Oui, personne n'en parle. Et c'est bien là ce qui montre en fait qu'il y a une interprétation de la laïcité à géométrie variable. Nous on n'a rien dit, évidemment, c'est dans le règlement. Et moi, je suis contente, je vais vous
vous dire, encore une fois, oui, moi je serais peut-être pour faire évoluer la loi pour qu'elle soit plus claire pour tout le monde et qu'on arrête, parce que le voile se voit plus que d'autres signes religieux, d'utiliser cette excuse, parce qu'en vérité c'est une excuse pour écarter tout un pan de la société qui a beaucoup de choses à apporter. Voilà, donc moi je serais même pour la modifier, mais dans le sens inverse de ce que voudrait Yael Braun-Pivet, c'est-à-dire que je suis pour dire qu'on lâche le voile aux femmes qui portent le voile, qu'on accepte que ça puisse être un choix et que ce n'est pas forcément être prosélyte, que la limite qu'on doit avoir, encore une fois, là où moi, toutes les religions peuvent me poser un problème, c'est quand vous voulez forcer les autres à vous se convertir, à adopter vos croyances. Ce n'est pas ce que font ces musulmanes qui sont voilées. Elles viennent à l'Assemblée nationale pour écouter des débats. Alors, je veux dire, elles viennent pas. Si je peux juste me permettre une petite phrase, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous croyez vraiment que toutes les femmes voilées de France le font par choix ? Non, et est-ce que vous croyez que... Je pense par contre qu'il y a une majorité de femmes qui... Parlez des autres, s'il vous plaît. Non, mais il y a une majorité... Oui, mais enfin, mais justement, c'est votre discours qu'on entend partout sur les télés de droite. Si, bien sûr, elles sont forcées, etc. C'est la première fois que j'aborde le sujet. Non, mais pas vous. Mais votre discours qu'on entend, c'est-à-dire qu'on prend l'exception, même si ça existe, évidemment. Moi, je connais toutes les femmes voilées que je connais, elles l'ont fait par choix. Je connais même des mamans qui se sont battues avec leurs filles pour qu'elles ne se voilent pas en leur disant tu vas te mettre des embûches dans la vie, tu vas galérer pour trouver un boulot, tu vas te rajouter des discriminations, t'as pas besoin de ça. Je connais à l'inverse des filles d'imams qui ne portent pas le voile. Donc il faut aussi arrêter de caricaturer les musulmans et de les stigmatiser comme ça. Il y a des femmes qui sont forcées de le porter, il y a aussi des femmes dans d'autres religions qui sont forcées par la communauté de rester un peu à la maison, etc. Moi, figurez-vous qu'au lycée, il y avait beaucoup de jeunes filles où j'étais, il y avait beaucoup de jeunes filles très catholiques, très croyantes. Et elles aussi, il y en a qui malheureusement sont tombées enceintes, elles se sont mariées tout aussi sec. Je veux dire, faut pas croire que c'est quelque chose qui n'est propre qu'à la religion musulmane. Mais je crois pas et ça. Au contraire, il faut donner aux femmes qui ont envie de s'émanciper les moyens de travailler, de sortir, de vivre leur vie, qu'elles aient un voile sur la tête ou pas. Il faut libérer celles qui ne veulent pas le porter. Mais toi, Bruno, alors, dans ce cas-là, c'est d'ailleurs la position des Iraniennes, vous savez, les Iraniennes. Mais oui, mais les Iraniennes qui sont en France. Ne pas porter le voile. Oui, mais ce qu'elles disent, et moi, mes amis du mouvement Femmes Vie Liberté, ce qu'elles disent, c'est que du moment que c'est un choix, je respecte autant les femmes qui veulent porter le voile que les femmes qui veulent pas le porter. Et c'est leur position qui est très claire. Ne nous instrumentalisez pas contre nos sœurs qui ont choisi. Le problème, c'est que dans la rue, quand vous voyez une femme voilée, comment savoir si elle l'a choisi ou pas ? Mais ça vous regarde pas. Ah bah oui, mais ça me regarde parce que c'est dans la rue Bruno, quand même, toi, le voile, ça te choque. Mais est-ce qu'une kippa ou une croix, ça te choque ? Alors, non. Moi, t'as des enfants, ils portent la croix. Moi, je connais, il y a des enfants, ils portent la croix parce que c'est les parents qui obligent. Je vais donner un exemple tout con. Moi, je suis chanteur, donc je vais revenir avec un exemple de chanteur, chacun son métier. Est-ce que Edith Piaf, vous savez, Edith Piaf avait 2 exigences sur scène toute sa vie. Une petite robe noire qui ne devait pas prendre le soleil et une croix. Est-ce qu'aujourd'hui, Edith Piaf, selon votre laïcité, aurait pu exister ? Bah bien sûr, mais c'est ce que je vous dis, moi ça me dérange absolument pas que des gens portent des croix de David, des croix. Je m'en fiche complètement. On se pose la question. Mais pourquoi vous posez la question ? Je viens de dire l'inverse. Toi, t'as l'impression que les LFI, ils sont plus pour les musulmans et anti... Exactement. Mais pourquoi en fait ? Je dis juste que tout le monde a le droit justement de croire en ce en quoi il veut et de porter s'il le veut une croix. Enfin, je veux dire pourquoi vous me faites ce procès alors que je viens de dire on parle de laïcité. Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui autour du LFI. C'est vrai par rapport à la communauté juive. Non, c'est pas par rapport à la communauté juive, c'est par rapport à Gaza. Et là aussi, ça me gêne beaucoup qu'on confonde. Non, mais c'est bien qu'on vous entende. Oui, et c'est important. Moi, honnêtement. Avant que je me batte contre le génocide à Gaza, d'ailleurs je suis allée sur une flottille pour essayer de briser le blocus humanitaire, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais... Alors ça, on va faire un sujet là-dessus avec Thomas Guénolé et Franck Tapiro. Franck Tapiro, jeudi. Ça va être sportif et je vous remercie en tout cas de le faire. Non, mais je vous remercie de le faire parce que finalement on a très peu parlé de cette flottille, mais surtout on parle très peu du fait que le génocide a repris. Il n'y a pas eu de génocide. Ah là là. Il y a eu le massacre du Sahel. C'est jeudi, vous laissez le débat jeudi. C'est le sujet de ce soir. Ça vous regarde pas. Pour revenir sur mais si c'est les mots du droit international, monsieur. Oui, bien sûr. Non, mais là je vais m'énerver vraiment. Énervez-vous. Alors parce que le droit international, soit vous le connaissez, soit vous ne parlez pas de ce sujet. C'est pas le sujet de ce soir. Si vous voulez revenir jeudi, on va jeudi. Il n'y a jamais eu de génocide. Non, mais pour revenir justement à ce qui nous occupe, moi personnellement, je ne m'étais jamais fait traiter d'antisémite avant la défense de la question palestinienne. Je n'ai jamais eu, mais voilà, vous me croyez sur parole, mais je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'une pensée antisémite qui m'ait affleuré l'esprit. Et ça a été très... C'est ce qui me peine aussi beaucoup, c'est qu'on
il y a eu aussi une instrumentalisation du fait que maintenant parler de la Palestine, ce serait avoir un désamour pour la communauté juive en France, qui vraiment n'est pas le cas. Voilà, je vous le dis, et je vais le redire et je vais le redire, ce n'est pas le cas à la France Insoumise, sinon je ne serais pas dans ce parti. Et donc il ne faut pas tout mélanger, justement, quand on parle d'Israël, des citoyens israéliens, quand on parle de Gaza, des citoyens palestiniens, on ne parle pas ni des juifs ni des musulmans de France, et on a toujours fait bien en sorte de ne pas mélanger ça. Et c'est le ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, M. Retailleau, qui m'a beaucoup choqué après la Philharmonie, les perturbations du concert, etc. Et justement, les perturbations au concert Philharmonie. Il a fait un tweet, vous savez, juste pour finir là-dessus, il a fait un tweet en disant ils ne seront contents que quand plus aucun juif ne pourra se produire sur scène. Comme si c'était la question de la judaïté le problème. Oui, mais c'est pas ça l'Eurovision. Mais pas du tout. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le chanteur Amir, par exemple. Mais parce qu'il est franco-israélien et surtout. Oui, mais on ne peut pas le condamner parce qu'il est franco-israélien. Non, parce qu'il était un soutien de la politique de Netanyahou. C'est ça qu'on lui reproche. Mais il s'est jamais exprimé sur la politique de Netanyahou. Mais si, bien sûr que si. Je crois pas. Bah si, justement. Et à l'Eurovision, pourquoi on interdit les artistes? On veut interdire à l'israélienne de chanter. Parce qu'elle représente un État. Elle représente un État, tout comme on interdit les Russes de concourir. On s'éloigne du sujet. Cependant, je tiens quand même à rajouter quelque chose. Moi, je me suis jamais exprimée sur la politique de Netanyahou et pourtant j'ai été boycottée un max et aussi par certains de vos collègues. Mais je ne condamne pas ni d'un côté ni de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, c'est un débat qui est bien plus profond que malheureusement beaucoup ne maîtrisent pas. Moi, je pense le maîtriser assez pour dire qu'il faut être du côté du droit international. Et il y a des choses, je pense, comme pour l'Ukraine, en fait, c'est assez simple. Après, voilà, c'est pas le sujet de ce soir. On revient je veux pas revenir là-dessus. Mais je veux juste vous dire quand même qu'aujourd'hui, vous n'avez. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. En fait, si pour vous répondre très clairement, il y a beaucoup de gens qui ont été boycottés, y compris des gens qui ne sont pas juifs, parce qu'ils ne prenaient pas position contre le génocide. Mais après, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France. Ses opinions, oui, mais et on peut pas aujourd'hui demander le boycott de tous ceux qui ne s'expriment pas ou quoi. Il y a quand même eu aussi beaucoup de. Moi, je parle par exemple pour comment il s'appelle comment il s'appelle l'humoriste marocain que j'aime d'amour, Jamel Debbouze, par exemple, qui ne s'est pas exprimé et qui a été boycotté, alors en fait il est libre aujourd'hui pour moi de s'exprimer d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on ne peut pas demander, comme vous êtes libre de vous exprimer pour soutenir la Palestine, comme certains sont libres de s'exprimer pour soutenir Israël. On ne peut pas demander à tous se boycotter parce que sinon on arrivera à une guerre civile. Il y a des gens, vous pouvez entendre que pour certaines personnes, et je ne souhaite vraiment pas vous énerver, mais par amour de Dieu, non mais vraiment, par amour du ciel, comprenez que pour des millions de juifs, c'est vraiment pas un génocide. Comprenez-le. Moi, j'entends votre vision de l'histoire. Non, mais c'est pas une vision de l'histoire. Moi, je suis le droit international, monsieur. C'est pas la question. Pour répondre à ça, il y a des gens qui considèrent que un génocide filmé en 4K demande aussi à tous de sortir d'une forme de neutralité. Je suis de ces personnes-là. Je peux entendre que ce soit discutable, mais en tout cas, l'idée n'est pas de mettre la pagaille en France, l'idée est juste de respecter des valeurs les plus fondamentales, des valeurs d'ailleurs même chrétiennes, parce que vous savez, ma grand-mère était très catholique, et je suis désolée, c'est pas les valeurs qu'elle m'a enseignées, de tuer des enfants et de les affamer. Et le 7 octobre, vous avez fait quoi en Israël? Alors, on va essayer de pas dévier le sujet. Moi le sujet. De quoi vous parlez? Le sujet de ce soir n'est pas le 7 octobre et n'est pas le conflit israélo-palestinien. On parle de la laïcité en France. Et c'est ça qui est douloureux, je pense, aujourd'hui. C'est que finalement, on n'arrive plus à parler d'un sujet d'actualité française sans arriver à dévier sur le sujet israélo-palestinien. Et c'est, je pense, une souffrance pour beaucoup de monde, qu'ils soient musulmans ou juifs. Voilà. Donc, j'ai même pas le temps de faire mes questions cash and flash. Oh là là. Ok. Alors j'ai quand même 10 secondes pour dire. Vous avez dit donc que vous aimeriez améliorer cette loi sur la laïcité. Bruno, une phrase. Pour la rendre plus inclusive. Voilà. Et Bruno, une dernière phrase. Je t'aime. Alors, ça fait 1 heure qu'on débat, qu'on essaie de répondre à cette question avec nos deux invités, Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, face à Bruno Monro, chanteur et influenceur. Merci à tous les deux. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la voyante Yaghel Didier. À demain sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle soirée. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.